Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité informative sur Zaïre TV. C'est votre émission préférée Info Hebdo. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos qui sera présentée par Billy Laibi. Les informations marquantes de la semaine. Du Conseil des ministres tenu le jeudi 1er septembre, 3 grandes décisions ont été prises. Le limogeage d'un proche d'un membre du gouvernement pour avoir émis sur les réseaux sociaux des commentaires inappropriés sur le décret portant mise en place à la présidence de la République de la cellule des analyses des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. La radiation de 2 agents des forces armées béninoises prises en flagrant délit d'extorsion de fonds sur des étrangers sous menace de leurs armes. Un numéro vert sera ensuite mis à disposition pour dénoncer de tels actes que commettraient les éléments de force de sécurité et de défense. L'organisation de l'opération Pangea 9 pour lutter contre la criminalité pharmaceutique transnationale. Cette opération mobilisera 5 départements ministériels. Le gouvernement béninois et les partenaires sociaux ont signé mercredi dernier à l'Infosec la charte sur le dialogue social. Mais le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Paul Essay Iko, a refusé de signer cette charte à condition d'exprimer son opinion sur le gouvernement actuel qui, selon lui, ne le rassure pas. L'Union fait la nation a donné une conférence de presse le 30 août à Cotonou. Cet échange visait à partager l'inquiétude de l'UN au sujet de la nouvelle carte universitaire du Bénin. Les travailleurs de Bénin Télécom ont protesté jeudi dernier contre les conditions de vie et de travail. Ils étaient rassemblés devant la société Bénin Télécom lorsque la police s'est mêlée de leur sit-in. Mais cela ne les a pas empêchés d'exprimer leurs pensées. 2 militaires indélicats sont épinglés. Qu'ont-ils fait? La presse du jour répond que c'est pour extorsion de fonds à des étrangers. Matin Libre précise qu'il s'agit d'une décision prise jeudi au Conseil des ministres. Le même quotidien a affiché qu'un collaborateur de ABT est limogé et que la guerre contre les faux médicaments est lancée. Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a été préoccupé par l'épidémie de choléra, a ajouté Nord-Sud Quotidien, tout en signalant qu'après Alada et Parakou, le vent de la destitution des maires secoue Bonou. Parlant de destitution, le routier a assisté à la destitution du maire Mathias Digla par 12 voix et 6 voix contre. Un nouveau maire sera élu dans 2 semaines selon les tests, à en croire ce quotidien. À sa une du jeudi, la Guérite a confirmé l'information et a écrit que la mission Michel Akle-Kento et sa suite ont chuté à bon port. Ça brouille au sein du conseil communal de Parakou. Le processus de destitution du maire Karim Souradjou est enclenché à temps après de la Guérite. Pour le potentiel, la vie des partis politiques après le pouvoir Yahi creuse la tombe des FCBE. Scandale financier à la Ségub, 14 milliards de francs CFA agonisent chez les responsables de Bétran BTP. Le Soleil Bénin Info cite Komi Kouché, Nansuno, Djenotin et consorts qui bientôt seront à la barre. Quelques informations en sport. À en croire le Soleil Bénin Info, l'ouverture du championnat ouest africain de rouleur est pour le 1er septembre. 14 pays et 200 athlètes sont attendus à Cotonou. Ce journal a déploré que les organisateurs n'ont pas le soutien de l'État. Préparatif du match Mali-Bénin du 4 septembre, le pays émergent estime que la nécessité pour le ministre Komeki est de régler les petits détails au risque d'être comptable de l'échec. Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, Badirou Agueno succède à Augustin Arouanvouebla, les FCBE claquent la porte. La tribune de la capitale a apporté la nouvelle à sa une du mardi. Matin Libre voit que c'est mal parti pour l'équipe pour l'actualisation du fichier électoral par le COS-LEPI. L'Inter Express a relaté des tentatives de blocage de l'élection du bureau du COS-LEPI. Les FCBE qui font la politique de l'autruche. Dans sa parution du
du lundi, le meilleur a publié les signes d'un malaise au sein du groupe parlementaire UN. Guy Mitokpe en veut toujours à Idji Kolawale pour le remplacement de Candide Azanaï à la Haute Cour de justice. Sur le plan social, quotidien Le Meilleur a alerté que la grippe aviaire est de nouveau aux portes du Bénin, de même que l'épidémie de choléra qui a fait enregistrer 41 cas déjà à Soava et à Cotonou. Comme vous le constatez, la posture a changé. Je reçois à présent pour vous mes confrères de la rédaction de ZAE TV. Enoch Lahadé, bonsoir. Bonsoir Kader. Comment vous allez? Ça va très bien. Karl Kitome, bonsoir. Bonsoir Kader. Alors, ensemble avec les confrères de la rédaction, nous allons passer au PF1. Nous allons décrypter 3 sujets qui ont fait l'actualité le long de la semaine. Nous avons le limogeage la démission de ses fonctions de conseiller technique comme conseiller technique juridique de Nouroudine Saka Saleh. Nous allons parler des 2 militaires braqueurs qui ont été radiés de la fonction publique et nous finirons par la charte sur le dialogue social, sa signature. J'aimerais bien commencer par vous, Karl Kitome. Alors, Nouroudine Saka Saleh a été démis de ses fonctions de conseiller technique juridique du ministre du Plan, du Développement, c'est ça, d'Abia Tchane. Quelle appréhension faites-vous de ce fait qui relate que cet homme a quand même émis des opinions, des avis, il a donné son opinion sur la création de la cellule et au palais qui sera chargée d'analyser les arrêtés préfectoraux et ministériels. Est-ce que vous trouvez d'abord juste qu'on le démet de ses fonctions alors qu'il n'a pas organisé une conférence de presse, il a juste mis un post sur les réseaux sociaux? Il faut commencer à dire que la politique ne se confond pas avec autre chose. Oui. Il occupe une fonction politique, ça veut dire qu'il est politique et il ne peut pas parler sans la bénédiction de ses supérieurs politiques. Si politiquement ces déclarations n'ont pas été approuvées, il est normal qu'il subisse les sanctions y afférentes. Maintenant, ça gêne parce que les gens ils trouvent une guerre entre 2 ministres alors que ces 2 ministres sont faits pour travailler ensemble. Et il faut trouver les vraies raisons. Si politiquement il a commis une erreur, c'est implacable, il n'y a rien à faire, il sera sanctionné. Donc il ne faut pas aller chercher les cheveux sur un œuf. Et donc là, est-ce que vous êtes d'avis avec Karl Kitome qui trouve quand même que quand une situation pareille arrive, qu'il est normal que le gouvernement prenne une décision comme quoi il faut démettre de ses fonctions un tel individu parce qu'il a quand même donné son opinion sur la toile. Il ne s'agit pas qu'il a organisé une conférence de presse par voie publique telle que le gouvernement l'a fait en annonçant la création de cette cellule. Il a juste émis des posts et il pense ce qu'il a dit, ce qu'il pensait en fait. Selon moi, le gouvernement devait penser la même opinion. Ça ne devait pas être ci chez l'autre et ça chez quelqu'un d'autre. Normalement, ça devait être la même chose parce que c'est déjà conçu dans le gouvernement, c'est déjà réfléchi avant de mettre ça sur les tapis, avant de mettre ça à la disposition de la population. Mais moi, je trouve que c'est aussi dommage qu'au sein de la famille, on ne puisse pas dire à l'aîné que voilà ce que tu as fait, c'est pas bien. Si je dis, vous me renvoyez de la famille, ça pose un problème. Ce n'est pas parce que je suis du gouvernement que je dois tout partager. J'ai mon avis, je partage mes avis. Je ne trouve pas de tort à cela, mais c'est comme Karl l'a dit, c'est la politique. Et en politique, voilà, c'est carrément autre chose, quoi. C'est d'autres réalités. Karl Kitome, je pense que Nouroudine Saka Saleh ne juge pas, il ne trouve pas pertinent la création de cette cellule qui va peut-être créer un engouement dans l'action gouvernementale. Il occupe un poste stratégique par rapport à un ministre stratégique. Oui. Ce ministre est pratiquement le numéro 2, le numéro 3 du gouvernement. Le numéro 2, ça, non, je ne veux pas préciser. Non, parce qu'il s'agit du patron. Le patron même a précisé qu'il s'agit de son numéro 2. De mon point de vue, il y a une confusion. C'est pour ça que je ne veux pas l'admettre comme ça. Okay. Maintenant, s'il est à cette position et que son conseil juridique se permet de contester une décision qui a caractère juridique, je crois qu'il n'a plus sa place là. Vous savez, ici, on crie injustice, mais on n'aime pas les sanctions. Soit il est moulé dans le schéma, il est d'accord avec tout, ou bien il démissionne purement et simplement, il sortait. Avant de faire ce poste, Karl, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il n'est pas allé contre la création, il a juste émis un commentaire, il a commenté. Il n'a pas de commentaire à faire. Comment est-ce que celui qui sort du couvent vient maintenant faire des commentaires sur les décisions qui ont été prises au couvent? Mais non, même s'il n'était pas d'accord. Nouroudine Saka Saleh ne va pas en conseil des ministres, il ne peut pas donner des opinions directes en conseil des ministres comme ça. Ce sont ses pairs, ces ministres qui vont donner cette décision. Ce qui est celui-là a discuté avec son ministre avant que son ministre n'aille en conseil des ministres. Ce qui a été admis là-bas, qu'il ait été d'accord ou pas, c'est comme en famille. Peut-être qu'il n'a même pas eu cette décision avec le conseil des ministres. Quand la majorité décide, même si vous n'avez pas été d'accord en amont, mais au finish,
vous acceptez, vous faites comme tout le monde pour que l'harmonie puisse régner. Mais si vous faites autrement, vous allez détruire la famille. Alors, Enoch Lahadi, avec un tel acte, est-ce que vous ne voyez pas que Patrice Talon est en train de porter atteinte à la liberté d'expression? Cela serait peut-être un signal fort à toute personne du gouvernement qui ne peut peut-être pas émettre un commentaire maintenant sur les actions du gouvernement, bien qu'il soit dans ce gouvernement. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans le système et qu'il voit peut-être des anomalies, des imperfections, vous ne voyez pas un régime dictatorial en train de s'installer progressivement? Non, liberté d'expression, c'est déjà trop parti, je crois. Parce que ce n'est pas un certain Dianotin qui a parlé, on lui a privé de parole, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est au sein du gouvernement. Et comme l'a dit, c'est une famille, donc il devait partager l'opinion de la famille, il ne devait pas aller contre. Mais dans ce pays, on a vu des gens du gouvernement de Bouni Yahi, mais qui ont commenté des actions de Bouni Yahi qui ont été contre certaines actions de Bouni Yahi, quand bien même des ministres dans ce pays l'ont fait. Et qu'un simple conseiller technique et juridique fasse un commentaire et qu'immédiatement on prend la décision de le démettre de ses fonctions, il y a quand même l'instauration. Il faut rappeler que les ministres de Yahi Bouni l'ont fait en fin de mandat. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus grand chose pour eux, ils cherchaient à se positionner ailleurs. Mais Yahi Bouni avait toujours Yahi Bouni a fait des remaniements ministériels à quelques jours. N'empêche, c'était en fin de mandat. Les intérêts n'étaient plus là. Aujourd'hui, nous sommes en début de mandat. Ça ne fait même pas encore 6 mois. Donc moi, l'intérêt de la nation ne prive pas, donc on peut s'abstenir et attendre peut-être la fin du mandat de partir sans avoir d'émettre ses commentaires. Non, qu'il démissionne et qu'il commande de l'extérieur. On ne peut pas commenter. Vous avez vu ce qui se passe en France actuellement. Oui. Un ministre, il est parti avant de parler de ce qui se passe. Il est parti avant de prendre position contre. Il ne pouvait pas le faire étant de l'intérieur. C'est destructeur. Mais Enoch Lahadi, est-ce que Nouroudine Saka Saleh, en donnant ce commentaire, est-il déjà contre le gouvernement de la rupture? Il n'est pas contre le gouvernement de la rupture. Non, il n'est pas contre le gouvernement de la rupture. Donc je ne vois pas son départ, la personne de son départ. Mais là, c'est déjà un début. C'est déjà un début parce que si on lui permet déjà de critiquer une telle décision du gouvernement, ça veut dire que c'est déjà un début. Il est déjà contre les actions du gouvernement et ça peut donner autre chose après. Il vaut mieux stopper l'enfant gâté de la maison au que de le laisser grandir et de créer des dommages après. Tout à fait. Okay. C'est mieux. Ok. Merci, chers confrères. Nous allons laisser Nouroudine Saka Saleh, le gouvernement en paix. Nous allons parler actuellement des militaires qui ont été radiés de la fonction publique. Ils sont au nombre de 2. Ils ont été radiés de la fonction publique pour avoir été pris en flagrant délit d'extorsion de fonds. Karl Kitome, cette situation est récurrente chez nous, quand même, dans notre pays. Ben, ça devient inquiétant, vraiment inquiétant, parce que je crois qu'il y a déjà eu un braqueur où on a carrément pris un militaire qui fusillait les gens comme ça. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis 10 ans, c'est un phénomène qui s'est installé et qui s'accroît. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les militaires, les gens sont recrutés comment? On dirait qu'il n'y a pas d'enquête de moralité avant que les gens soient recrutés. Celui qui était voleur avant de devenir militaire, il restera voleur, il n'y a rien à faire. Et maintenant, quand les recrutements sont des symboles de remerciement politique, on ne peut pas faire autrement. Et vous savez, quand on recrute même les militaires, après 18 mois, il y en a plein qui sont remerciés parce qu'ils n'ont pas de parrain. Ceux qui ont des parrains, qu'ils soient bons ou mauvais, ils continuent le chemin. Et ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc, au bout du rouleau, je crois qu'il faudrait s'arrêter, faire un break, analyser tout ce qui se passe et revoir le système de recrutement. Et maintenant, savoir, vous savez même, le fait qu'on envoie les militaires dans la rue, avant les militaires n'avaient pas beaucoup de contact avec l'argent. Mais avec le PVI, on envoyait les militaires. Quand les militaires ont plus goût à l'argent, c'est les gens qui manient les armes. Mais ça reste, même s'ils ne sont plus sur les routes, ils vont vouloir gagner autant qu'ils gagnaient quand ils étaient dans la rue. Et quand il n'y a pas les entrées pour ça, mais ils ont les armes, ils sont tout puissants, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent. Et donc, on continue d'envoyer les militaires dans la rue actuellement. Je crois que c'est dangereux, il faut revoir vraiment ce système. Non, dans la rue, c'est les gendarmes qu'on met dans la rue. Des gendarmes sont des militaires. C'est vrai qu'ils sont également des militaires, mais c'est des gendarmes. Et donc là, vous voyez, quand on recommande une enquête de moralité, qu'une enquête de moralité soit faite d'abord en tout recrutement. Certes, s'il y a une enquête de moralité, mais les militaires, pour la plupart, sont faits pour les casernes, en fait. Sur les voies, aujourd'hui, on observe, ce sont les gendarmes, ce sont les policiers qui sont en contact avec les populations. Quand bien même il y a quelqu'un parmi eux qui sont parfois épinglés pour ces actions de braquage. Non, je crois que c'est pertinent ce que Karl est en train de dire. Il faut d'abord revoir la base, ces recrutements-là, comment ça se fait. Moi, personnellement, je n'aime pas les hommes en uniforme parce que j'ai comme impression qu'ils ne sont pas formés pour défendre la nation. Ils ne sont pas formés pour défendre la nation. Quand ils sortent des casernes, c'est quand ils sortent de l'information. C'est comme si c'était du rattrapage, ils veulent faire. Tout ce qu'ils avaient raté en temps, ils veulent tout prendre quoi. Maintenant, voilà, le gouvernement de la rupture est en place avec ce système fermé.
ils n'ont plus la chance là d'aller faire assez de raquettage comme avant. Ils sont obligés d'aller au braquage. C'est dommage. Mais la nation c'est pour nous tous. Ils doivent comprendre que si ça va mal ou si ça va bien, ils en reprendront un jour. Alors, Charles Kitome, je pense que ces braquages, ces tentatives de braquage se font parfois même avec les armes de service. Et là, moi, je m'en vais poser une question quand même qui est un peu assez peut-être un peu pertinente et parfois à d'autres coups. C'est de savoir quelles sont les mesures que le gouvernement prend en fait quand un militaire va à la garde, va monter la garde avec son AKM par exemple, et qu'il finit la garde, est-ce qu'il a la possibilité de garder l'arme sur lui? Et avant de laisser une arme, parce que moi je me rappelle bien en tant que fils de militaire, un temps dans l'armée, avant de garder une arme sur toi pour rentrer chez toi, il faut avoir un grade donné, il faut avoir un certain nombre de grades avant de garder une arme chez toi. Mais aujourd'hui on remarque que les plus jeunes, tout le monde garde son arme sur lui, rentre à la maison avec lui. Vous voyez même des jeunes, même parfois dans les bars, dans les buvettes, qui sont là, qui vont à la plage même, et parfois même intimident des populations avec leur arme, qui disent ah regarde, mais voilà, j'ai mon AKM. Est-ce que vous trouvez ça, c'est pas adéquat? Bon, je crois qu'on doit faire la part des choses. Les militaires ne sont pas les policiers. Les inspecteurs de police... Même des militaires aussi. Non, je dis, les inspecteurs de police, ils sont toujours avec leurs armes. Quel que soit l'endroit où ils sont toujours avec leurs armes. Encore qu'il y en a une myriade de... Et puis, j'ai remarqué également que généralement, les gens de la garde présidentielle sont en civil, mais toujours armés. Partout où tu les trouves, ils sont toujours armés. Pour les autres, je ne connais pas exactement les conditions qui leur permettent de rentrer avec les armes. Mais une chose est sûre, il faut forcément qu'il y ait des hommes en armes qui rentrent avec les armes. Parce qu'en cas de besoin, on ne peut pas demander à tout le monde de revenir à la caserne avant de repartir avec les armes. Je ne sais pas comment ça se passe à leur niveau, mais je pense qu'il faut repenser la façon dont on forme ces gens-là. La façon dont on les gère pour qu'ils ne soient pas enclins à poser de tels actes. Moi, je pense peut-être que ces hommes en uniforme, en fait, pour ceux qui doivent rentrer avec les armes, je pense qu'il doit y avoir une enquête minutieuse en dehors de l'enquête de moralité pour voir un peu comment ils vivent en dehors du service en fait. C'est ce que j'ai dit. Déjà à la base, avant même qu'ils soient recrutés, il fallait faire une enquête de moralité pour avoir une certaine garantie que quand ils seront en fonction, il n'y aura pas trop de débordements. Mais quand rien de cela, j'ai même l'impression que c'est les ratés, les gens pas bien, les gens qui sont vraiment à côté, qui rentrent plus facilement et qui deviennent des militaires. Et là, ça fait peur. Le gars qui vous a volé tout le temps dans le quartier, vous le voyez après 18 mois, il est habillé, il est toujours en arme. Que voulez-vous? Il va continuer de vous braquer d'une autre façon. C'est clair. Alors, donc, le gouvernement a décidé comme sanction d'abord de les radier de la fonction publique et ensuite de les traduire en justice. Est-ce que vous trouvez que la sanction est déjà bonne? Est-ce que vous ne suggérez pas peut-être qu'ils soient d'abord traduits en conseil disciplinaire dans l'armée ou qu'ils soient d'abord jugés au sein de l'armée, d'abord de les radier de la fonction publique avant que la justice se charge du reste? Non, la justice se chargera de ça. Puisqu'ils ne sont plus des citoyens normaux, quand même. Parce que quand ils sont dans le camp, je pense que l'armée aussi doit avoir son tribunal militaire et ils doivent avoir leurs règles pour des sanctions qu'ils administrent parfois aux dérapants. D'abord, ils sont déjà radiés. Ça, c'est déjà bon. Ils ne sont plus en fonction et ils seront poursuivis. C'est déjà la peine, c'est déjà la sanction pour eux. Vous ne trouvez pas qu'il était normal qu'on les fasse un peu titiller dans l'armée d'abord avant de les envoyer à la justice? Non, les juger dans l'armée, c'est toujours les considérer comme des militaires. Un militaire ne peut pas poser cet acte, ils l'ont posé, c'est dehors d'abord. De dehors, maintenant, ils vont régler les comptes avec la justice. Je pense que c'est juste. Ok, nous allons laisser ces militaires en peine. Nous allons parler maintenant à présent, avant de finir, de la signature de la charte du dialogue social. Karl Kitome, vous étiez nos yeux sur le terrain le jour-là. Vous pouvez nous dire un peu comment était l'ambiance ce jour? Eh bien, je vous fais un petit dessin. Ben, le ministre Koubaki était le premier à venir sur les lieux. Le ministre du Travail était là. Les syndicalistes étaient arrivés après l'heure prévue. Et les syndicalistes annonçaient même que le secrétaire général de la CSTB ne viendrait pas. Et quand le gars avait fait son apparition dans la salle, il était entré, il s'était assis. Et tout de suite, en observant, on a quand même compris qu'il était un peu à part dans le schéma qui se dessinait. Et on sentait une certaine complicité entre toutes les autres centrales et le gouvernement, une harmonie parfaite. Et le protocole a prévu que le monsieur Esseiko prenne la parole parce qu'il ne s'était pas entendu avec les autres et qu'un représentant des 6 autres centrales prenne la parole. Mais dès que ça a été annoncé dans le programme, les autres se sont insurgés pour dire non, qu'ils ne les représentaient pas, qu'ils ne pouvaient pas prendre la parole. Donc ça a perturbé sérieusement la séance. Finalement, on leur a dit chacun d'entre vous prendra la parole s'il le faut. Mais quand Esseiko était arrivé, les gens ont voulu dans le protocole que les gens signent la charte avant de prendre la parole.
Mais lui, il a trouvé que ce n'était pas normal. Que lui, ce qu'il avait à dire, il devait le dire. Les autres avaient déjà signé. On voulait que lui, il vienne signer et dire non, moi je prends la parole, j'ai un message à délivrer avant de signer. Okay. Et là, il y a eu problème. Et il a dit, je ne signe pas tant que je n'ai pas lu ma motion. Alors, Enoch là a dit, voilà l'acte qu'a posé Paul Essay Eko. Paul Essay Eko a jugé d'abord normal qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils comprennent d'abord cette charte avant de signer. Est-ce que vous trouvez ça normal ou bien vous ne trouvez pas un peu que le gouvernement a été un peu intelligent et malin en même temps dans le protocole qu'il faut d'abord signer avant de dire ce qu'on en pense? Non, et c'est quand même, c'est d'abord dommage pour aller signer une charte et on observe un tel scénario, c'est dommage. On parle du dialogue social. Et voyez ce qui s'est passé le jour-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça donne l'exemple d'un dialogue? Parce que ça a créé de tohu-bohu. Vous avez vu ce que ça a donné? Mais là, ça a créé de tohu-bohu. On a traité certains syndicats de complices avec le gouvernement. C'est une charte, c'est une signature ratée, moi je crois. Parce que je ne peux pas imaginer que vous voulez dialoguer et c'est encore de ces genres de scénarios qu'on observe sur le terrain. Non, mais faut remarquer, il a été promis à Paul Essay Eko qu'il allait prendre la parole après tout le monde. Mais lui a fait la finalement, il n'a plus droit à la parole. Mais on lui a dit qu'il fallait signer d'abord avant de prendre la parole. Mais il devait voir ce qu'il voulait signer d'abord, avant la signature. Quand même, vous ne pouvez pas tuer qu'on appelle un coq sans lui donner au moins de l'eau. Voilà. De l'eau, c'est ça. Carl Kitome, est-ce que vous-même, vous étiez dans ce terrain, vous avez trouvé normal qu'on vous demande quand même de venir signer quelque chose d'abord, avant d'en émettre un? Dès que le point avait été présenté, moi, je faisais déjà un commentaire avec mon voisin pour dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas renversé l'ordre des choses? Parce que les gens, ils signent après, ils parlent. J'ai trouvé ça bizarre. Ok, d'accord. Alors, monsieur Carl Kitome, on a eu dans ces studios de Zaïre TV un débat entre Dieudonné Lokossou et Paul Essay Eko. Vous pouvez taper sur votre site de votre web privé www.ezaïretv.com. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces mots que prend fin notre émission préférée Info Hebdo. On se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro avec d'autres informations, tant dans les infos, tant dans la revue et le décryptage. Bonsoir à vous.